Eh Charles, les Fidji valent quoi? Outsider explosif ou équipe à surveiller? Ils sont à prendre au sérieux ou pas? Ils ont un système de jeu? C'est quoi leur point fort? Franchement, savoir ce que valent les Fidji, c'est une très bonne question. Et la réponse, elle est pas évidente. Pourquoi? Ce sont des joueurs qui possèdent des qualités athlétiques extraordinaires. Gaillard et explosif, le rugby c'est plus qu'un sport dans l'archipel des Fidji. C'est une culture qui est profondément enracinée dans la culture de la société et qui possède une place spéciale dans le cœur des Fidjiens. C'est un mode de vie, une source de fierté nationale et un moyen de célébrer leur héritage culturel. Dis-toi que sur 945 000 habitants, il y en a 45 000 qui sont licenciés au rugby. 45 000, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 20 qui est licenciée dans un club de rugby. C'est une équipe qui est imprévisible, avec un style de jeu qui est unique au monde, on peut le dire. Ouais, il est unique au monde leur style de jeu. De par leur culture, je pense qu'ils nous ont offert les plus beaux matchs que j'ai eu l'occasion de pouvoir voir en Coupe du Monde. Les matchs les plus épiques. Il y a notamment ce Galles-Fidji en 2007 en 8e de finale de Coupe du Monde qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui nous prépare pour la Coupe du Monde? On se lance? L'équipe des Fidji, elle est structurée avec le même système de jeu que toutes les équipes quasiment du circuit international. Elle joue approximativement en 1-3-3-2 avec 2 blocs de 3 au centre du terrain et 2 runners dans les couloirs. Pour comprendre la façon dont ils vont eux s'approprier le système de jeu et la façon dont ils vont l'animer, je pense qu'il faut s'intéresser aux caractéristiques de ces joueurs-là. Les joueurs fidjiens, ils ont des profils qui sont vraiment atypiques. Qui jouent devant ou derrière, ils ont des profils qui sont similaires. Ils font approximativement la même taille, le même poids et ils ont les mêmes qualités de vitesse. J'avoue, on a parfois du mal à faire la distinction entre les avants et les trois quarts dans leur équipe. Comme de plus en plus dans le rugby professionnel, les troisièmes lignes ils ressemblent à des centres ou des ailiers et ainsi de suite. Et on a même des ailiers qui ressemblent à des piliers. Donc ils ont ces profils de joueurs qui sont polyvalents et dont une partie peut jouer devant ou derrière. En quoi est-ce que c'est utile d'avoir des utility players? Eh bien tout simplement ça va te permettre de remanier ton équipe en cours de match ou en cours de saison en fonction de la disponibilité de tes joueurs et de la profondeur de ton effectif. Et c'est vraiment pas rare de voir passer des joueurs de la troisième ligne au centre ou du centre à la troisième ligne. Si tu prends l'exemple du Fidjien Levani Botia qui joue à La Rochelle, il a commencé sa saison au poste de 12 à La Rochelle. Il avait déjà dépanné en troisième ligne. Et puis pendant les tests d'automne avec les Fidji, il a joué 7. Et au fur et à mesure de la saison, on a Ronald O'Gara qui lui a donné de plus en plus de jeux en troisième ligne. Et à la finale, pour jouer le titre de champion d'Europe contre le Leinster, il va commencer le match en tant que titulaire au poste de 7. Donc on a un joueur qui commence la saison au centre, qui a fait quasiment toute sa carrière au centre, mais qui dépannait en troisième ligne. Et là, paf, il a basculé complètement en troisième ligne. Joshua Tuisova, qui lui était plutôt un ailier à la base, qui a beaucoup joué ailier notamment à Toulon, il est remonté progressivement au centre et puis il s'est mis à dépanner en 8. Mais d'un côté c'est plutôt normal, tu t'imagines, le mec avec les qualités qu'il a, sur l'explosivité qu'il a, sur les départs de mêlée en position de 8, paf, il récupère le ballon, pouf pouf, il joue aux auto-tamponneuses. Le carton qu'il peut faire en numéro 8, c'est extraordinaire. Là où en France on a plutôt qu'un seul utility player avec Sekou Makalou qui du coup peut couvrir ce poste de troisième ligne et d'ailier, on a l'impression que les Fidjiens, on a 4, 5, 6 joueurs dans leur équipe qui ont ces profils qui peuvent basculer devant ou derrière. Donc ils ont des joueurs polyvalents et je pense que c'est en partie dû au fait que leur style de jeu est énormément influencé par le Seven. C'est la deuxième équipe la plus titrée sur le circuit mondial à 7, juste derrière la Nouvelle-Zélande. Pas étonnant, le Seven c'est une discipline qui est différente. Un sport spectaculaire, rien à voir avec le 15. Énormément d'évitements, de passes après contact et des actions qui sont incroyables. Bien qu'ils soient très rugueux sur les terrains à 15, ils ont quand même cette volonté d'aller chercher les espaces libres pour pouvoir assurer de la continuité. Et ils cherchent en permanence à faire vivre le ballon. Et leur qualité athlétique, elles leur permettent de ressortir le ballon quand ils sont au contact, mais de manière assez incroyable. C'est-à-dire que tu vas voir des mecs, ils ont 4 types sur le paletot et ils arrivent à te sortir le ballon et te faire une petite passe basket ou te faire des passes, tu sais pas comment ils arrivent à les faire leurs passes. Et c'est une équipe qui du coup est extrêmement forte dans un jeu totalement désorganisé. Et ce côté démolisseur et en même temps joueur de ballon les rend très difficiles à jouer puisque les défenses, elles aiment être organisées, elles aiment être structurées, c'est-à-dire que c'est facile de défendre quand il y a un ruck, tu peux t'organiser, tu peux monter, alors que quand le ballon est en mouvement et que tu as des joueurs qui rebondissent partout et tu sais pas ce qu'ils vont faire, c'est très dur de pointer son vis-à-vis et d'identifier sur qui tu vas défendre. Mais le très haut niveau, c'est aussi beaucoup de pragmatisme et tu es obligé d'avoir du jeu ordonné et structuré. Ils ont donc ce système en 1-3-3-1, mais pas avec les meilleures animations du circuit. Je m'explique, lorsque tu as un système de jeu, c'est pour désorganiser une défense qui va être bien structurée, où chacun sait exactement sur qui va défendre. Plus la défense est organisée,
plus les phases de combat et de contact sont difficiles à négocier. À l'intérieur de ton système, tu vas avoir des principes de jeu et des animations sur tes structures offensives, et moi c'est ce que j'appelle des micro-attaques. En fonction des profils de joueurs que tu as, des espaces libres, de leur retard, de la position de la défense, tu vas essayer d'aller chercher des espaces libres sur le terrain ou éventuellement d'attaquer des zones qui vont être faibles, des zones de fracture. Toutes les équipes, elles ont sensiblement les mêmes animations. Donc tu as ces quelques joueurs qui à un endroit du terrain vont attaquer une zone puisqu'ils pourront pas aller plus loin sinon la défense va les rusher, ou alors que tu as identifié un espace faible. Et donc toutes les équipes ont sensiblement les mêmes structures, et au-delà de la qualité de lecture des joueurs et des qualités techniques des joueurs, ce qui va être très important, c'est de la coordination. Chaque joueur a une action très précise pour arrêter ou bloquer un défenseur, menacer un espace ou retarder la défense. Et ça demande énormément de coordination. Si tu joues trop loin de la défense, eh bien ton animation elle sera pas efficace puisque la défense elle va simplement te regarder, ok c'est bien, il y a un joueur à hauteur, un joueur dans le dos, ben moi je vais contrôler tranquillement, c'est bon, tu as, etc. Et par contre si tu joues trop proche, hop, tu vas te faire cartonner. Et donc, faut trouver ce juste milieu pour jouer proche de la défense et l'arrêter, et en même temps jouer loin pour pas te faire croquer. La plupart des joueurs fidjiens, ils connaissent évidemment toutes ces micro-attaques, et sur les systèmes de jeu, ils les utilisent en permanence en club toute l'année. Mais chaque coach, chaque équipe a des repères qui sont différents, qui vont être propres à l'équipe, au projet de jeu, et surtout au principe du coach, c'est-à-dire que le coach a ses convictions, et il va dire, bah moi je pense qu'au moment où il va mettre le petit doigt en l'air, il faut que tu partes, et l'autre il va dire, non, non, c'est pas quand tu mets le petit doigt en l'air, c'est quand tu vas lever un sourcil. Et donc ça, c'est propre à chaque équipe. Il te faut donc du temps pour pouvoir te synchroniser avec tes partenaires et réussir à trouver des automatismes. Ce qui fait qu'une équipe, elle tourne très bien, c'est les automatismes qu'elle va avoir. Si tu prends l'exemple de l'équipe d'Irlande, ils ont énormément d'automatismes. Ils jouent quasiment tous ensemble avec le même système et les mêmes repères au Leinster en club et en équipe d'Irlande. C'est pour ça que ça va extrêmement vite quand l'Irlande y joue. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'un match de rugby, c'est le chaos total. Tout va extrêmement vite. Les contacts, ils sont effroyables. L'agressivité horriblement élevée et les pertes de terrain ou les pertes de balles, elles sont immédiatement sanctionnées. Et les Fidjiens, ils ont que très peu de temps pour se retrouver ensemble en sélection nationale et justement travailler pour pouvoir trouver ces automatismes. Et je pense que pendant très longtemps, ils ont eu tendance à compenser ce manque d'organisation et de structuration par manque de temps, justement par une agressivité plus élevée. Même si ça fait partie de leur culture, c'est une équipe qui est très très rugueuse à jouer. Et la question que tout le monde se pose, c'est si les Fidjiens, ils se structurent dans leur jeu, mais ça va être une équipe qui va être horrible à jouer, ils vont commencer à closquer tout le monde. Ils sont déjà horribles à jouer physiquement, ça c'est un fait. Et dans le jeu, il leur manque ce côté ordonné et pragmatique qui va faire que tu vas avoir plus de régularité dans tes performances. La capacité à gérer un match, les zones du terrain, les sorties de camp. Pour moi, ils avaient trouvé l'entraîneur parfait pour pouvoir augmenter leur niveau et être compétitif à la Coupe du Monde. C'était Vern Cotter. Vern Cotter, si tu le connais pas, c'est un technicien néo-zélandais. Titré 2 fois avec les Bulls, il a passé 8 saisons à Clermont avec pendant les très belles années de Clermont avec un titre de champion de France à la clé. Et c'est un entraîneur qui est porté sur le jeu. Quand il a passé 8 années à Clermont, je sais pas si tu te souviens, c'est l'époque où Clermont relançait tous les ballons, même à partir de coups d'envoi. Mais il a ce côté pragmatique et structuré parce qu'il sait ce que c'est que la compétition et il sait aussi comment tu prends une équipe d'un point A pour l'emmener à un titre à un point B. Il a repris la sélection fidjienne en 2021. Et pour moi, il avait trouvé le compromis entre ce jeu structuré dont tu as besoin pour être performant et le côté culturel des Fidji avec ce jeu déstructuré et imprévisible qui est une caractéristique culturelle de leur jeu. Et j'avais été particulièrement vigilant à ça pendant l'Autumn Cup en 2022. Les Fidjiens, ils avaient apporté énormément d'alternance dans leur sortie de camp notamment. Au même type que la Nouvelle-Zélande, la France ou toutes les grandes équipes, c'est très important d'avoir des variations sur tes sorties de camp. Ça va permettre de faire bouger un petit peu le troisième rideau adverse et surtout de mettre de l'incertitude puisque à chaque fois tu vas te poser la question, je laisse 3 joueurs dans le champ profond ou que 2 joueurs. Contre l'Écosse, ils avaient commencé le match avec des sorties de camp sur un jeu au pied dans la boîte de pression. Ça semble assez cohérent car je suis intimement persuadé que quand tu joues derrière et que tu sautes pour réceptionner la balle sur un jeu au pied de pression, le temps doit te paraître extrêmement long entre le moment où tu réceptionnes le ballon et tu vois le troupeau de 1 ou 2 Fidjiens qui te chargent et le moment où tes pieds se posent sur le sol en même temps que l'épaule du mec dans tes côtes. Ce qui est intéressant, ça a été leur capacité d'adaptation pour varier ces sorties de camp. S'ils récupèrent le jeu au pied de pression, ils jouent à la main très rapidement, comme toutes les équipes sur le circuit international. Normal, la défense elle est déstructurée. Et après 3 réceptions et jeu au pied dans la boîte, sur la 4e, ils sortent du camp
camp à la main. Et ça fait partie de la structuration du jeu sur le projet, les principes et les patterns de sortie de camp. Et ça, on le doit à Vern Cotter. Malheureusement, il a démissionné en février 2023 pour des raisons personnelles. Puis, il s'est récemment confié dans la presse en disant « J'ai dû démissionner pour des raisons politiques à la suite d'un changement de gouvernement porteur d'une politique xénophobe et de thèmes tels que les Fidji aux Fidjiens. Ma condition d'expatrié dérangé. J'ai subi des pressions très négatives, xénophobes, personnelles. » C'est donc une très grande perte pour la sélection fidjienne. Et c'est pas la première fois qu'un entraîneur quitte la sélection avant la Coupe du Monde. En 2007, on a Wayne Pivac qui a quitté au mois de janvier pour des raisons familiales. En 2019, avant la Coupe du Monde, l'entraîneur de la défense avait été limogé, vraisemblablement pour des raisons financières. Et oui, la fédération fidjienne a du mal à se financer. Une enquête a révélé que la fédération fidjienne, elle a une dette de 1,4 million d'euros. L'équipe féminine des Fidji sont obligées de poster des messages sur les réseaux sociaux pour pouvoir être payées. L'argent, c'est un problème pour le développement du rugby aux Fidji. Et on a des clubs comme Brive ou Clermont qui ont mis des académies en place aux Fidji. Ça peut pas être appelé académie, donc c'est plutôt des partenariats. Et leur objectif, évidemment, ça va être de repérer et de recruter des talents le plus jeunes possible. Et on a une partie des joueurs qui quittent le pays pour aller gagner leur vie ailleurs. Et une partie qui le peut demande aussi la nationalité du pays dans lequel ils vont. Si tu prends l'exemple de la France, on a Noah Nakaetasi, on a Aliveri Raka, Virimi Vakatawa, les Vunipola en Angleterre. Et ça, c'est que en Europe. Mais évidemment, si tu vas en Australie et Nouvelle-Zélande, il y en a un paquet qui sont d'origine fidjienne. Ça a l'air assez obscur ce qui se passe dans la sélection fidjienne. Quand tu vois que le troisième ligne, Peseli Yato, il a quitté la préparation pour pouvoir retourner en club, tu dis oh, c'est quoi le problème? T'as une Coupe du Monde à jouer. Tu t'imagines, toi, il y aurait Aldrit qui dirait non, c'est fini pour moi la sélection, je veux retourner jouer en club. Je pense que c'est une réelle complexité pour le rugby fidjien de composer entre les volontés politiques de la fédération, le manque de moyens et la volonté des joueurs de développer aussi leur carrière pro. Eh Charles, est-ce que les Fidji peuvent réaliser une bonne Coupe du Monde? Pour moi, il y a 3 facteurs qui sont indispensables pour qu'ils puissent faire une bonne Coupe du Monde. Pour rappel, en phase de poule, ils sont avec l'Australie qui pour moi est sous-cotée mais qui sera bien présente, avec le Portugal, la Géorgie et le Pays de Galles qui est pas au top. S'ils passent, ils vont croiser la route de l'Argentine, du Chili, de l'Angleterre, du Japon ou des Samoa. Ils ont pas un tableau facile non plus, attention, faut pas se leurrer. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, même s'il a l'air plus simple quand même que de l'autre côté. Franchement, ça reste des matchs internationaux en Coupe du Monde. Mais pour la première fois de leur histoire, je pense qu'ils ont une carte à jouer pour pouvoir passer les quarts de finale. Mais ça va dépendre de 3 paramètres. Premièrement, un buteur fiable. Si tu n'as pas un bon buteur et un buteur qui est fiable et régulier sur du très haut niveau, c'est compliqué de gagner les matchs. Tu as peu d'opportunités de scorer dans les matchs de très haut niveau puisque les pénalités sont rares. Donc imagine-toi que la moyenne c'est 10 pénalités par match. Si tu en as 5 qui sont à portée de tir, il faut que tu puisses les prendre. Et donc si tu n'as pas ce buteur, c'est pas possible. C'est très rare les équipes qui gagnent des titres sans artilleur au pied. Secondement, et là je prends des risques et je me mouille, c'est l'arbitrage. Oui, l'arbitrage. Tout d'abord, les Fidjiens, ils ont une réputation d'équipe indisciplinée. Alors oui, ils mettent des énormes caramels parce qu'ils mettent énormément d'intensité. Et bien trop souvent, par le passé, quand l'engagement prend le dessus, ils font des fautes stupides dans les rucks, ils oublient de se baisser sur un plaquage, ils laissent traîner un petit bras comme ça, qui arrive dans la gorge du mec, et ils prennent des pénalités et des cartons stupides. Et je pense que les arbitres, aussi impartiaux qu'ils soient, puisque ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, les arbitres sont impartiaux, mais ils ont quand même un avis personnel sur l'équipe des Fidji. Quand tu vas arbitrer les Fidji, tu sais que tu vas devoir être vigilant parce que c'est extrêmement brutal. Et je pense que ces avis peuvent involontairement influencer leurs décisions. Je m'explique. Prenons cette séquence. Tout d'abord, il y a un écran de 2 joueurs qui empêche le Fidjien d'aller jouer le duel aérien. Donc ça, normalement, c'est répréhensible, mais passons. Ensuite, sur un contest qui semble propre, le contest, pour moi, il me semble régulier. Le soutien écossais est en retard. Et l'arbitre va siffler contre la défense. Sur cette action, l'Écossais, il prend une pression qui est monstrueuse. Il est coupé de ses soutiens offensifs. Il a peu de chances de s'en sortir. Et tous les joueurs écossais, ils arrivent sur le côté. Expliquez-moi comment il peut conserver le ballon sans se mettre à la faute. Je ne comprends pas. Je ne vois pas comment c'est possible. Sur cette séquence, la première chose que je vois, c'est une prise au cou du joueur fidjien. Donc c'est-à-dire qu'on a un joueur gallois qui attrape le joueur fidjien au cou. Et la seconde, sous les yeux de l'arbitre, c'est que les joueurs qui sont allongés au sol viennent mettre les mains sur le ballon pour ralentir la sortie. Le ballon, il pourrait être disponible rapidement. Il pourrait y avoir une libération rapide pour les Fidji. On se bat pour avoir des libérations rapides pour que la défense soit en retard. Mais les Écossais, ils ralentissent volontairement le jeu. Et oui, forcément, on cherche à ralentir les ballons adverses. Ça fait partie
du jeu, ce petit truc où tu vas poser les mains, t'essayes de jouer avec la tolérance de l'arbitre. Mais là, c'est sous les yeux de l'arbitre et t'as deux joueurs qui mettent leur paluche sur le ballon pour ralentir. Et l'arbitre ne dit rien. Et plus le match avance, et plus je trouve que les décisions arbitrales, elles sont litigieuses dans un seul sens. Sur celle-là, rassurez-moi, l'Écossais il touche bien le ballon et il effectue un en avant. Je ne rêve pas. L'arbitre il est juste en face, mais il le voit pas. C'est bien dommage par contre, mais ça peut arriver. Mais cet en avant qui est pas vu, il amène à une situation de break de Graham. L'ailier, il franchit et il est coupé de son soutien offensif. Et là, il y a un contest qui est très propre. Le contest, encore une fois, il me semble régulier. On a un premier Écossais qui arrive et qui ne reste pas sur ses appuis, il plonge. Puis on a un second qui arrive et qui vient impacter dans le dos du Fidjien. Ça, c'est interdit. T'as pas le droit de venir impacter comme ça. C'est dangereux. La priorité, c'est la sécurité des joueurs, la préservation de leur intégration physique. Et les Fidjiens, ils prennent une pénalité. Alors oui, vous allez me dire, on peut reprendre toutes les actions d'un match, on peut les analyser dans un sens comme dans l'autre, et on trouvera forcément des choses à redire sur l'arbitrage. C'est pas faux. Mais j'ai tendance à penser que je suis plutôt honnête et droit, j'ai pas de parti pris, je suis pas supporter spécialement des Gallois ou spécialement supporter des Fidji. Mais il y a une chose que je n'aime pas, c'est l'injustice. Pour que je note cela sur un match, qu'il y a eu des décalages d'arbitrage, c'est que les décisions arbitrales, elles m'ont vraiment dérangé. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne cherche jamais une faute de l'arbitre pour pouvoir excuser une défaite ou une mauvaise action ou un résultat. Je pense que les arbitres, ils sont involontairement plus durs avec les petites équipes. Ils arbitrent les petites équipes comme des petites équipes et les grandes équipes comme des grandes équipes. Il va y avoir un seuil de tolérance sur des actions qui vont être similaires, qui va être différent. Pour moi, la tolérance des arbitres qui vont officier pour la sélection fidjienne, dans un sens ou dans l'autre, auront une importance cruciale dans la performance des Fidji à cette Coupe du Monde. Et le troisième point qui sera déterminant pour les Fidjiens, ça sera leur capacité à tenir leurs nerfs. Lorsqu'ils perdent les pédales, ils ne le font pas à moitié et pas discrètement. Ils ne l'ont pas volé, leur réputation de joueurs ultra rugueux. Mais dans un match de très très haut niveau, même après avoir pris des points, avoir subi une décision que tu juges illégitime de la part de l'arbitre, tu dois tenir tes nerfs et te rester concentré sur le match et sur le jeu. Et là, ça sera peut-être plus délicat pour eux. On a l'impression qu'à des moments, pouf, ils font péter la capsule et ça y est, c'est parti, vas-y que je t'envoie des plaquages hauts, etc. Mais d'un côté, dans ces situations qui semblent désespérées, ils arrivent aussi à te mettre le bordel et à jouer de façon totalement déstructurée. T'es comme moi, t'adores voir jouer les Fidji, eh bien je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Une performance de cette équipe pour la Coupe du Monde serait vraiment énorme et ça mettrait en avant tous les joueurs qui produisent et tous les joueurs internationaux qui sont d'origine fidjienne mais qui ne jouent pas pour la sélection Fidji. Tout le travail qu'ils font pour ce peuple qui est formidable. Et potentiellement ça permettrait peut-être à la fédération aussi d'augmenter son budget pour pouvoir conserver ses joueurs et structurer un petit peu plus. Et ça, je pense que ça serait bien pour le rugby international d'avoir une équipe des Fidji qui peut se rassembler plus souvent et qui est plus compétitive. Quand tu vois leurs conditions d'entraînement, les mecs ils sont pas à Marcoussis avec des diététiciens, hein, qui sont en train de monter des côtes comme ça dans la boue. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu penses que les Fidji, ils ont une carte à jouer pendant cette Coupe du Monde et jusqu'où ils peuvent aller. Et j'ai une question qui est un petit peu plus difficile. Si tu avais le droit de prendre un joueur fidjien pour l'intégrer au 15 de France en tant que titulaire, qui est-ce que tu prendrais? Un gros merci à tous ceux qui lâchent des petits pourboires et qui me soutiennent avec Mathieu, le monteur qui est super. D'ailleurs, si vous voulez le contacter, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander, il y a son adresse mail et son contact qui sont juste en bas dans la description. C'est un job difficile qu'on essaye de faire, on essaye de faire grandir la chaîne, donc n'hésitez pas à continuer à partager, à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner, la cloche, et si vous pouvez lâcher le petit pourboire, ben on prend avec plaisir. Et topette, on se revoit aux Maldives.